Et bonsoir et bienvenue sur Indécent Podcast. Ça fait plaisir de vous retrouver, pour un nouveau numéro spécial d'Étrange Indécent. Voilà, l'émission qui est alors dédiée au festival Étrange Grande, bon, je vais vous en reparler un petit peu, mais pas que, puisqu'on brasse des thèmes qui valent aussi un petit peu pour, la littérature d'imaginaire, le jeu de rôle, enfin, vous nous avez compris. Donc, comme je disais, ça fait très plaisir de vous retrouver pendant cet été, comme il y a d'autres trucs qui vont se préparer, hein, qui vont arriver. On va pas vous cacher qu'on a commencé un tout petit peu en retard parce qu'on attend un de nos invités qui est en retard, ou le vilain, le vilain. Voilà, on vous dira qui c'est parce qu'on est comme ça, on aime bien la délation. Donc avant de commencer, déjà, on pense à enlever la petite bannière parce que le live va commencer, merci. Voilà. Je suis venir déjà à une de nos invités de la soirée qu'on avait déjà reçu, puis très plaisir de recevoir à nouveau. Bonsoir Émilie. Salut, bonsoir. Voilà, donc je rappelle hein, vite fait que tu es donc la gérante des éditions Livresse, qu'on avait déjà reçu, hein, Oui, et que tu édites sous Livresse l'anthologie du festival Étrange Grande. ouais, tout Voilà. à fait. Ce sera Ouais, la 4e année et ouais, le temps passe vite, hein. Ouh là là. déjà. Ouais, et donc on rappelle, hein, le festival Étrange Grande, 4e édition, ce sera le 20 et 21 septembre. Ouais. Le thème, c'est le fantastique. L'autrice mise à l'honneur, c'est Anne Rice, si vous aimez les vampires, mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi les sorcières, les momies et plein d'autres trucs. Et c'est aussi donc le sous-thème créature de la nuit. Voilà. Je pense que j'ai un petit peu résumé. Très bon résumé. Voilà, allez, on vous mettra les liens de la page Facebook et autres du festival parce qu'il y a pas mal d'autrices et d'auteurs qui ont déjà été annoncés, et pas des moindres, dont certains qui font partie de mes petits chouchous, mais je ne dirais pas qui c'est parce que voilà, hein, il n'y a pas le droit de faire de préférence, il paraît. Mais voilà, il y a des gens que je suis très très content de retrouver là-bas. Donc, comme tu disais, hein, tu édites l'anthologie Créatures de la nuit, dont on va reparler un petit peu aujourd'hui. Puis ce qui nous amène ce soir, c'est de parler du fantastique, puisque on avait fait quelques émissions déjà avec Christophe Thiel, dont on attend qui se pointe, le vilain. Voilà, on l'a dénoncé. Ça y est, tu l'as dénoncé. Ah ouais, on est comme ça. On avait fait des émissions sur les origines du fantastique, moderne Ouais, en tout cas, jusqu'à Lovecraft. Et on s'était arrêté à Lovecraft, qui est quand même déjà pas mal dans le genre c'est petit pas mal, monument. ouais. Mhm. Et ensuite, il nous reste toute la partie qui suit. Alors, on va pas faire la chronologie et l'historique comme on a fait auparavant. On va faire un petit peu différent. Parce qu'il paraît qu'il y a des sous-genres dans le fantastique. Donc, on se pose la question. Voilà, on va Des essayer genres, de... des sous-genres, Ouais, des classifications qui varient un petit peu selon les voilà, écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a presque autant exactement. d'écoles que de sous-genres, donc Et puis, ouais, éventuellement, un petit peu de marketing aussi qui permet de placer les bouquins à droite ou à gauche ou au milieu. C'est pas mal, quoi. Ça peut aider. tout à fait. En fonction des vagues aussi, de ce qui fonctionne à un instant T. Bon, c'est vrai que typiquement, là, on peut déjà en parler vite fait, hein, mais clairement, le vampire est devenu un genre quasiment à part entière, tellement Ouais, il a inondé complètement. depuis Anne Aller Rice, en fait. dans Hein. le sous-genre des créatures, mais ouais. Ouais, Dans le ouais. sous-genre des créatures, t'as vraiment les vampires qui font une part à eux tout seuls, ouais. Qui nourrissent une part non négligeable du fantastique, ouais, c'est clair. C'est wow. Et puis en plus, Zombies dans aussi. tous les styles, ouais. Et c'est vrai que le zombie va T'as des jusqu'au ouais. au zombie amoureux, ouais, c'est qui est assez. Bon, Ouais, bref. tout à fait. Ah ouais, Bon, ouais, c'est vraiment transversal. Tu as aussi, les loups-garous. Les loups-garous, alors c'est un peu passé de mode là, j'ai oui. l'impression. Mais tu as eu vraiment une grosse, grosse vague, ouais, Le non loup-garou, c'est négligeable. peut-être dû au film sur Netflix qui a peut-être dû calmer un peu les ardeurs aussi, je pense. Voilà. Peut-être. Un petit scud en passant, ça fait toujours du bien. Enfin. Ouais. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou celles et ceux qui sont dans le chat, ça fait toujours plaisir. Donc, bonsoir Potion Junior, bonsoir Petit Lilith. Voilà. Et Enjeu, bonsoir mon très cher Fred. J'espère que tu vas bien dans ton sud nancéen, enfin la Cambrousse là-bas, quoi. Voilà. Là où il fait chaud. Ouais, il paraît, à 40 km d'ici, ouais, clairement il fait chaud. Écoute, on va en profiter si tu te... Ah écoute, regarde, il arrive pile à temps, donc on va attendre. Hein. Merveilleux. Eh ben Mais écoute. je mets la petite bannière présentation, hein, donc Ouais, si tu veux juste un peu nous reparler des éditions Livresse, tu vois, hop, j'embraye tout de suite. Parce que bon, on s'était déjà vu il y a quelques temps, puis on avait reparlé un petit peu des ouais. bouquins que vous éditez, dont une nouvelle collection de novellas, enfin, que moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, on en a 4 déjà maintenant, Il y en justement, a 4, ouais. La dans le genre du collection fantastique. Discord. Ouais, Ouais, tout à fait. Écoute, ouais, je vais pas refaire la chronologie de Livresse non. Édition, parce que là, on en a pour une Oui, heure, mais oui, Livresse Édition, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans cette année. ah ouais. Et on est spécialisé principalement dans les littératures de genre. Vraiment de manière tout à fait
large, avec quelques petites infidélités parce qu'on a une collection contemporaine où parfois je publie des coups de cœur, que ce soit en littérature blanche ou en feel good. Voilà, on n'a pas vraiment de barrière par rapport à ça, par rapport au genre. Mais principalement quand même du fantastique de manière générale et donc les littératures de genre et de l'imaginaire. Voilà. Et pour les âges, donc que ce soit pour enfants, ados, adultes, Ouais. on a pas mal de collections de ce type-là, dont la collection Discord, qui est une petite collection. Alors je les ai pas tous sous la main. Si. Alors, Ouais. j'en ai, mais il faudrait J'en ai que je me 2 lève sous et la que j'aille main dans en une autre tout pièce. cas. Non, j'en ai 2 sous la main en tout cas, qui sont ces petits formats. Je sais pas, regardez, ma caméra est là, bravo. Qui sont ces petits formats. Le dernier qui est sorti, c'était en mai. Sick Fuck de Schweinhund. Et le principe de cette petite collection, en fait, c'est à chaque fois d'être dans une ambiance assez sombre, public averti, typiquement. Soit de gore, soit de trash, soit dark, soit malsain. Typiquement, on va retrouver du body horror, par exemple, qui est un des genres, qui est un des sous-genres du fantastique. Et à chaque fois avec une thématique, une question derrière. Ici, par exemple, pour le dernier Sick Fuck, on est sur la maladie mentale, le conditionnement et les tueurs en série. Celui de Morgane Cossarieux qui a inauguré la collection, on était sur le syndrome de Peter Pan. Donc les adultes qui veulent rester des enfants, la perte d'innocence pendant le passage à l'âge adulte. On a eu également Guillaume Beck avec l'œil de la manticore. Coucou Christophe. Bonsoir Christophe, est-ce que tu nous entends? On en profite. Hein. Ah, par contre, on t'entend pas. Nous, on t'entend pas. Voilà, on te laisse régler le son. Je continue à papoter pour te laisser le temps de régler le son. On a eu l'œil de la manticore de Guillaume Beck aussi, où là on est plus sur de la dark fantasy, sur le thème du féminisme, de la vision des sorcières au XVe siècle, pendant la bataille d'Azincourt. Et j'en oublie un. C'est Si c'était un homme de Jack Machio, où là on est sur le thème de la population carcérale. Avec la question de si jamais un jour c'est l'apocalypse et que c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait de tous les prisonniers? Est-ce qu'on les libère pour leur donner une chance ou est-ce qu'au contraire on les laisse enfermer en se disant un souci en moins dont on doit s'occuper? Donc voilà, ça c'est la petite collection Discord. Et puis on a eu un gros morceau qui est arrivé tout de même. Ah ouais. Et, bah oui. Ouais. Je suis désolée, ma caméra est mise à l'envers, donc j'ai pas réglé l'effet miroir. Clive Barker, Dark Worlds, avec la jaquette de Loïc Musi. Sinon, pour ceux qui ont l'habitude de la version anglaise, c'est ce visuel. Et donc voilà, gros livre cartonné sur sa vie, son œuvre, ses adaptations, tout confondu. Voilà, ça c'est un petit peu pour les sorties qui sont passées cette année, en tout cas milieu d'année. Loving Reaper aussi, ouais. Celui-là, il est sorti l'année passée, fin de l'année passée. Ouais. C'est vrai que bon. Et on aura peut-être des choses à dire plus tard, mais pour l'instant, je ne dis rien. D'accord. Même sur la menace? Bon, on verra. On négociera. Non, je ne négocie pas, monsieur. Et voilà, et en même temps, on a eu aussi Nouvelle Sonorité, qui est notre anthologie annuelle, thème science-fiction et musique. Et le 3e tome du Crépuscule du Rêvant de Gilles de Bouvry, où là on est sur de la dark fantasy. Ouais, c'est ce qu'il nous avait dit Gilles quand on l'avait croisé, Un autre genre du fantastique, on fait un peu de tout. Voilà, ça c'est pour le passé. Voilà, bah écoute, t'es arrivé pile poil parce que justement, j'allais changer de bannière, ça t'apprendra. C'était quoi de neuf chez Malpertuis, et puis pour toi, tout court, de toute façon. Ouais, désolé pour ces petits soucis techniques, j'ai toujours un peu de mal avec ces machins. On y arrive. Alors je vois la question, quoi de neuf chez Malpertuis? Ouais, entre autres. C'est bien ça. Bah oui. Eh bien, voilà, Malpertuis, que évidemment toutes les personnes qui nous regardent connaissent et chérissent en tant qu'éditeur qui défend le fantastique depuis maintenant une vingtaine d'années, quasiment. Notre dernière nouveauté, c'était un peu un pas de côté, comme on en a fait plusieurs, c'est Les Chants des Belladone. C'est une anthologie de poésie fantastique. On a lancé ça, c'était une idée un petit peu farfelue à l'origine. On s'est rendu compte que ça a marché, on s'est même rendu compte qu'on recevait des belles choses. Alors voilà, on en a fait un livre. Donc ça, c'est notre plus récente parution.
qui est Mm. paru en mai au moment des Imaginales. Je confirme. Pour le proche avenir, on a un joli roman qui s'appelle L'étreinte du roncier par une jeune autrice, Manon Ségur. C'est une histoire un peu de sorcellerie rurale, je dirais, dans un village de montagne qui est très très jolie, très bien écrite et très esthétique. Voilà, D'accord. qui va sortir à la rentrée. On a un truc très bizarre qui est Le Roi en os de Pablo de Lima, qui est une espèce de vision hallucinatoire et un petit peu allégorique sur les bords, d'une sorte de royaume cauchemardesque et de son personnage central, qu'on sortira au moment de Miskatonic en novembre, en présence de l'auteur à Verdun. Et puis, Mm. que dire d'autre? On aura également le dernier, au sens définitif du terme, le dernier opus de l'anthologie Malpertuis, qui sera Malpertuis 16, qui viendra donc clôturer cette série de 16 recueils de best-of annuels, Ouais. du fantastique, de l'horreur, de l'étrange, de l'onirisme, de toutes ces choses-là, auquel on s'est quand même décidé à mettre un terme parce que il faut que les choses changent à un moment. On s'est rendu compte que finalement ça ne se vend pas très très bien. Malgré on a remarqué que les auteurs ont toujours une certaine fierté de figurer dedans parce que la sélection est assez sévère, mais Mhm. que après au niveau des ventes, ça ne suit pas forcément. Donc on s'est dit que c'était beaucoup de fatigue pour nous qui ne sommes plus de première jeunesse, il faut le dire. Et donc, on a décidé de céder la place à d'autres types de projets. Voilà. D'accord. Dont notamment ceux que je viens de mentionner. On aura aussi, je ne sais pas quand, mais dans un délai pas trop lointain, on aura une réédition du roman de Patrick Héris, alias Thomas Bauduret, Ceux qui Mm. grattent la terre, qui est donc une histoire macabre, je dirais, qui se passe à la fois à Paris et enfin successivement à Paris et dans le Jura. Et puis on a un projet d'une collection plus axée sur des Mm. essais en rapport avec le fantastique. Voilà, on a déjà une autrice qui nous a contacté pour un livre autour d'Edgar Poe. Ah Voilà, ouais. Super davantage intéressant. Ouais. de nouvelles en temps utile, bien entendu. Mais c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais hein, sur les anthologies, ça rejoint un petit peu ce que nous disent un peu tous les éditeurs, hein, que c'est compliqué, hein, Oui, malheureusement. Hein. ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est toujours intéressant, puis ça permet de faire découvrir pas mal de nouveaux auteurs et autrices. Ouais. Mais en termes de vente, ouah, tout le monde le dit, hein. Même des Mm. éditeurs plus installés et autres. Mhm. Voilà. Surtout, voilà, quand on crée une série comme ça, eh bien chaque nouveau numéro vient effacer le précédent. Donc Ouais. c'est un petit peu dur. Et en plus, c'est un peu dur de les mettre en valeur individuellement. Mm. On peut pas dire, voilà, prenez la 15 plutôt que la 14. Bah oui, pourquoi? Elle est plus récente. Oui. Elle est bien, l'autre était bien aussi. Bah oui, voilà. Mm. C'est juste des textes différents, c'est tout. C'est ça. Oui, d'accord. Donc ouais, bah écoute, un chouette programme. Bon, en plus, de toute façon, bon, on se verra, je pense, au campus, comme d'habitude. Absolument, On peut les absolument. habituer, tu vois. Voilà, surtout que bon, il y aura la présentation de cette anthologie Pixel halluciné Mm. sur le thème horreur Lovecraftienne et jeux vidéo. Ouais, ça j'avoue, Donc je suis voilà, curieux de voir ce que ça peut donner, ouais. j'ai eu l'honneur de faire partie du jury. Et on a eu, alors, comment dire, on n'a pas eu que des très belles choses, mais on a eu des très belles choses. D'accord. Il y a eu des textes un peu trop pixelisés, c'est ça que tu veux dire? Oui, je pense qu'il y avait certains auteurs qui étaient un peu pixelisés. Ouais. D'accord. Mais vraiment, on a eu aussi de la belle écriture, des belles idées, des choses un peu saisissantes, avec de l'inattendu aussi. Voilà. Ouais, bah écoute, ouais, ça, je suis curieux, ouais, parce que quand j'ai vu que Mm. Guillaume lançait le projet, Mm. ah ouais, Lovecraft, jeux vidéo, bah j'en connais, hein, j'en ai fait plein, donc mais de le mettre en Sachant qu'il texte, y a dans l'anto, bon, j'espère que je dévoile pas des infos que je serais pas censé dire, mais dans l'anto, il y a à la fois donc les contributeurs qui ont été sélectionnés par le jury, et puis il y a aussi des auteurs confirmés que, bon, par contre, je ne citerai pas, mais bah qui non. sont vraiment des gens de bon niveau, hein, qui ont été invités Mm. chacun à écrire un texte librement, qui eux ne sont pas passés par le filtre du jury parce qu'on savait Ah ouais. déjà que ce serait bien à l'arrivée.
Ouais, c'est parce que si on commence à donner leur nom, le président va venir nous tomber dessus et ça Tout à va pas fait, être bon. mais il y a des noms que vous reconnaîtrez. D'accord. Je vois à peu près, c'est sur le Discord, tu vois quelques noms, donc tu fais ouais, bon, bah d'accord, on ne dira rien. Voilà. Ah bah écoute, ça s'annonce plutôt pas mal chez vous deux, donc ça c'est cool. En plus, On c'est vrai essaye, que vous avez... c'est-à-dire que Ouais. survivre en tant que petit éditeur, surtout que nous, on n'a ni diffuseur ni distributeur, hein, donc Mm. on dépend des librairies amies. On est également placé chez les Fnac par l'intermédiaire de leur centrale d'achat SFL, et Mm. puis la vente en festival, donc tout ça l'un dans l'autre. C'est pas non plus de tout repos d'arriver à caser nos livres et à se faire connaître par ces biais-là qui restent assez modestes quand même. Ouais. Et non, Donc, c'est sûr. En temps, ouais, ça prend énormément de temps, mine de rien, les gens se Mm. rendent pas compte, mais démarcher les libraires, aller présenter les nouveautés, faire le suivi, parce qu'en soi, plusieurs fois par an, il faut retourner les voir, faire le réassort, prendre des invendus, etc. Donc ouais, c'est Bah, en du fait, nous, boulot. on fait même pas tout ce travail-là. Nous, on se fie aux gens qui ont entendu parler de nous, que ce soit par les réseaux sociaux, par un achat antérieur, etc., et qui vont commander à leur libraire. Et c'est comme ça que les libraires Ok, viennent à nous connaître, en fait. ouais. c'est comme ça, bah, du coup j'en profite, c'est aussi comme ça que bah, je vous ai connus tous les deux, hein. C'est en allant au festival, en discutant, Mhm. en voyant ce que vous publiez, achetant des bouquins aussi, ça aide, et puis en discutant régulièrement. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme tu dis, enfin, pour vous deux, parce que je vous croise dans plusieurs festivals, et je vois vos programmes de festivals, je me dis, comment vous faites en fait? C'est Alors Ah non, on incroyable, dort je pas. veux dire, maintenant, c'est nous ouais, trois, hein. ouais, L'équipe de Malpertuis, c'est 3 personnes maintenant. Nous avons ouais, Antoine Maltaverne avec nous, qui est un jeune étudiant très prometteur, je pense, qui est un authentique passionné et connaisseur du fantastique, qui est en passe de devenir un spécialiste d'Ambrose Bierce. ah ouais, Voilà, donc ce qui n'est pas négligeable, et oui, qui amène beaucoup d'idées, notamment en matière de communication et de réseaux sociaux. un petit peu de BookTok, il paraît que c'est bien. Oui, Pour les ventes, je parle pas sous la ça marche forme. aussi, ouais, effectivement. Ça marche aussi, ouais. Ah oui, faudra qu'on teste à l'occasion, on verra. Voilà, bon, c'était juste un petit peu pour vos nouveautés à apparaître, hein. De toute façon, on aura l'occasion d'en revenir. Hop, attendez, je vire le vilain petit bot qui vient nous mettre des trucs. Alors, vous m'excusez, hein, de faire ça. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, ce sera l'occasion de rediscuter avec vous régulièrement. De toute façon, comme on se croise régulièrement, il y aura des interviews à venir, de toute façon. Désolé pour vous, hein. Faut encore nous subir un petit peu. Avec plaisir. Pas de Non, mais problème. voilà. Puis il y aura pas que moi, il y aura d'autres personnes aussi dans l'équipe maintenant, donc ça c'est plutôt pas mal. On va parler un petit peu plus donc du festival Étrange Grande, comme je disais, hein, 20-21 septembre. Et comme et bonsoir Avam Kirika. On va discuter un petit peu de ce qui fait aussi un des marqueurs de ce festival, c'est qu'il y a une anthologie qui sort tous les. C'est la 4e, hein, comme on disait. Ouais, tout à fait. Et cette année, c'est le 4e qui s'appelle donc Créature de la nuit. Est-ce que tu Créature peux de la nuit, ouais. Ouais. Tu peux nous Eh en ben, dire déjà, je peux te dévoiler la 4e de couverture parce que ça, Ah pour oui. le coup, on l'a pas encore dévoilé. Mhm. Alors, et ensuite, je parlerai des auteurs. Vampires, sorcières, zombies, momies, loups-garous, fantômes, autant de créatures légendaires qui hantent nos nuits depuis des siècles, mais qu'en est-il des monstres d'aujourd'hui, tapis dans l'ombre de nos villes et de nos esprits? Existe-t-il d'autres êtres encore inconnus, plus insidieux et plus proches de nous qu'on ne croit? Ou peut-être le véritable monstre n'est-il que l'ombre qui sommeille en chacun de nous? Créature de la nuit rassemble des nouvelles où se mêlent plumes confirmées et voix émergentes, issues pour ces dernières de l'atelier d'écriture du Festival Étrange Grande. Et cette édition rend un hommage tout particulier à Anne Rice, maîtresse incontestée des ténèbres et marraine de nos peurs les plus intimes. Mhm. Ça, c'est pour la 4e. Et donc voilà, l'anthologiste, donc, qui est Jean-Sébastien Guillermou, organise un atelier d'écriture, donc ça fait 4 ans Ouais. qu'il organise cet atelier d'écriture. Donc le recueil va mêler à la fois, l'anthologie va mêler à la fois des plumes confirmées et des primo-auteurs, des primo-autrices, pour qui c'est vraiment la première expérience de publication. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que ça permet, de manière générale avec les anthologies, mais ici plus particulièrement, ça permet vraiment de faire découvrir des nouvelles plumes. Et nous, tu sais qu'on a
une collection vraiment dédiée à ça avec la collection Jeunes Encres. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc ils sont 16 auteurs avec la marraine qui est Morgane Cossarieux. Ça, Eh oui. vu le thème, ça n'étonnera personne. C'était un peu obligé. Ouais. Avec sa nouvelle qui s'appelle Première victime. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des nouvelles trop, Oui. pour éviter de spoiler. On a aussi Mina Jacobson. Mina Jacobson, elle était déjà présente dans le précédent recueil Génie du crime. Oui. Et elle a aussi d'autres nouvelles à son actif. Et elle, sa nouvelle, ça s'appelle Quand meurent les fées. Alors, ce qui est chouette avec cette anthologie, c'est que vraiment, on va aborder plein de genres différents. Tu vas avoir tout ce qui est fantastique classique, je veux dire fantastique psychologique, où tu te bases beaucoup sur le doute, sur le fait de ne pas savoir si on est sur du surnaturel ou juste sur de la paranoïa. Tu vas avoir du body horror. Très clairement, tu vas avoir des choses un peu plus violentes, un peu plus sur la destruction du corps et sur ce genre de choses. Tu vas avoir des nouvelles qui sont presque ésotériques. Tu vas d'un autre côté avoir des nouvelles qui sont plus touchantes et émouvantes. Celle notamment de Mina Jacobson. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'on est sur le thème des souvenirs. Là, on est typiquement sur une nouvelle de monstre, de créatures, mais on est aussi sur le thème des souvenirs. On a Mélanie Poupard avec Au-delà de l'ombre, où là, c'est une nouvelle un peu plus... Alors, c'est pas du body horror parce qu'on n'est pas sur de l'explicite, on n'est pas sur du décrit, mais on est sur des thèmes assez lourds. On a Aurélie Seyé qui a écrit Floyd, où là, on est plus un petit peu... Je dirais pas que c'est une nouvelle humoristique, mais tu vas avoir quelques petits twists qui sont drôles et l'écriture est assez humoristique. Aurélie Seyé qui était déjà présente dans... je me mets une colle à moi-même. Elle était présente dans Philippe Cadic, la toute première anthologie qu'on a faite avec le festival. Et si je ne dis pas de bêtises, elle était aussi présente dans la précédente Génie du crime, je pense. À prendre avec des pincettes cette information. D'accord. On a Sandrine Velterra, Une âme dans la nuit, qui elle va parler des succubes. Voilà, je spoil quand même un petit peu quelques petites infos. On va pas ce que ça peut donner. Ouais, on a en auteur dans les plumes confirmées, on a Vincent Mondiaux, Jusqu'à ce qu'il soit sec. La petite pépite, cette nouvelle. On a Jean-François Morlaix avec Atavisme, où là on est dans le gore et la transformation. Typiquement, celle-là, on est sur du body horror. On a Carwyn Thomas. J'ai failli dire son vrai nom plutôt que son pseudonyme. Je me suis tout juste. Carwyn Thomas, donc, elle, sa nouvelle, c'est Anomalie, rien à signaler. Et où là, on est sur un thème un peu dur aussi. On est sur le thème du deuil, mais très, très, très joliment traité. On a aussi Guillaume Chouteau avec L'heure de la chouette. Là aussi, on est sur le thème du monstre, typiquement. Morgane Pajot avec Jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a Rémi Gratier de Saint-Louis avec Muse macabre, où là, on est plus sur le thème de la mélancolie, sur le thème de la muse. Typiquement, c'est une nouvelle qui aurait pu rentrer dans la deuxième anthologie, Les Royaumes de Stendhal. Ouais. Et il nous en reste inconnu, ce Rémi. Complètement. Sandra Di Prizio avec La face cachée de la lune, de la créature aussi, que je ne vais pas citer parce que du coup, par contre, là, ça va spoiler un petit peu. On a Élie Darko avec Ce qui me hante, où là, on est plus sur un récit un peu, je dirais, old school, à l'italienne. Très joli. On a Naïs Ojard avec Votre dévoué. Anne-Lorraine Wagner, là où les reflets s'estompent, où là aussi, typiquement, elle était déjà dans les éditions précédentes. Et où là, on est vraiment sur le thème du deuil aussi, mais traité complètement différemment par le prisme d'un enfant. Et celui-là, elle est vraiment très belle. Et modestement, il y a la mienne, Jamais pour toujours, qui clôture le recueil. Voilà. Eh ben, sacré programme. Ouais, il y en a 16.
Je pense que Jean-Sébastien aurait voulu en sélectionner plus. Il m'a dit que c'était un peu un crève-cœur de limiter à ça, mais c'est plus compliqué d'aller au-delà. Pour une anthologie, aller au-delà de 16 nouvelles par rapport à tout ce qui est organisation, gestion administrative et puis droit d'auteur, mine de rien. Parce que c'est un recueil qu'on essaye de garder. On essaye de garder des prix corrects, donc les anthos ne dépassent jamais 18-19 euros. Donc voilà, pour pouvoir donner des droits d'auteur quand même corrects à chacun, il faut quand même les diviser par 16. Donc voilà. Enfin 15, parce que moi en général je prends pas mes droits sur ce genre de publi, mais voilà. Donc oui, franchement ça va être une belle... chaque anthologie a sa petite patte, entre guillemets. Ouais. Et ouais, c'est à chaque fois une belle expérience. C'est particulier parce que moi en général chez Livret c'est moi qui sélectionne. Donc là, c'est le seul où je reçois les nouvelles en surprise, entre guillemets. Ouais. Donc il connaît, il sait faire. Donc à chaque fois, c'est des bonnes surprises, heureusement. C'est clair. Et la cover cette année, je crois que c'est la fille. C'est Xavier Baudelet, ouais. Xavier, hein. Ouais. Pour Philippe Cadix, c'était Geoffrey Clostrio. Là, on avait fait de l'infographie. Le deuxième, c'était Les Royaumes de Stendhal. Là, c'était Aurélien Polis qui avait fait la couverture. Ouais, très belle couve aussi. Et c'est à partir de la précédente où on s'est dit, tiens, c'est vrai que Xavier est OK pour qu'on l'utilise comme couverture aussi. Puis ça faisait vraiment un lien, vu que le thème était le même dans l'anto et pour le festival, qu'on a commencé avec Génie du crime l'année passée. Et je dois dire que ça a eu vraiment beaucoup d'effets. Après, dans n'importe quelle publication, la couverture, ça fait vraiment beaucoup. Mais ouais, ça a vraiment bien fonctionné. Et ici, ouais, son affiche, elle est folle. Ouais, j'avoue que celle-là, ouais, franchement, hein, celle-là, elle est... il nous a fait les affiches depuis la deuxième édition, hein, depuis Tolkien. Ouais, tout à fait. Et Tolkien, c'est vrai que l'anto n'était pas sur le même thème. Ça fait que... Mais ouais. Donc oui, j'ai hâte. Là, on est sur les ultimes relectures. On est en discussion avec la correctrice pour une dizaine de dernières remarques que j'ai relevées. Et puis, on imprime normalement dimanche matin. J'ai prévu de passer commande pour imprimer. Ok. Histoire d'être dans les temps. Voilà, ça arrivera tout frais, tout chaud. Exactement. Ouais, 21 septembre. Ouais, écoute. Un peu avant, j'espère, sinon je vais stresser. Mais... Ouais. Sachant que Malpertuis, vous aurez un stand, hein, vous aussi, cette année, hein, il me semble bien. Oui, absolument. Voilà. J'y serai pas personnellement, mais il y aura Dina et Antoine qui seront présents. Ouais. Ah, bon, on ira les embêter, comme d'habitude. Tu me connais. Ah oui. On aime bien stresser les gens, nous, comme ça. Voilà, c'était un petit peu le point de vue plus sur le festival, ce que vous éditez et autres. Le thème de ce soir, par contre, un petit peu différent. Voilà, j'ai prévu une petite bannière. On va discuter un petit peu plus longuement cette fois-ci. Donc on s'était arrêté, comme je disais, on avait fait un récap sur l'histoire du fantastique. Donc encore merci Christophe, et puis Guillaume aussi, à qui on pense. Et on s'était arrêté à Lovecraft. Donc on va pas refaire le même style d'émission, pas chronologique, parce que depuis Lovecraft, il y a eu beaucoup de choses dans la littérature fantastique du XXe et XXIe siècle. On va s'intéresser peut-être à une autre notion, qui sont les genres du fantastique, puisque dans la science-fiction, il y a plein de sous-courants. Dans la fantasy, c'est pareil. Est-ce que dans le fantastique, il y en a aussi? Puisque tout à l'heure, tu parlais de body horror, de fantastique plus classique, de créatures et autres. Est-ce qu'il y a vraiment des genres? Parce que entre un Clive Barker et un Stephen King, même si c'est le fantastique qui sous-tend la littérature, il y a quand même des différences de style, d'écriture et autres. Donc, la question, c'est, est-ce qu'il y a des genres du fantastique, et si oui, lesquels? Voilà. C'était ma toute première question avant qu'on aille un peu creuser là-dedans. Donc, je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Si je peux... oui. Vas-y, je t'en prie. Merci. Pour reprendre un peu le vocabulaire académique classique, la notion de genre, telle que les spécialistes des études littéraires la manient, ça recouvre, en littérature, nous avons le roman, la nouvelle, la poésie, le théâtre, l'essai. Les essais. Je ne sais pas si j'en oublie. En tout cas, voilà, on a des choses qui, contrairement à la manière dont nous, dans les domaines de l'imaginaire, manipulons cette notion de genre, des choses qui se rapportent beaucoup plus à la forme qu'au contenu.
Le Finalement, jusqu'à une certaine époque, il n'y a pas vraiment de notion de genre telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire, les grands auteurs, fantastiques, français du milieu du 19e, ça va être, Théophile Gautier et Guy de Maupassant. Bon. Donc pas des auteurs fantastiques, mais des auteurs qui se trouvent faire aussi du fantastique. De même que, du côté du polar, on va avoir Edgar Poe, et cetera. Heu j'ai le sentiment que tout ça, ça remonte à la généralisation ou l'apparition ou l'industrialisation peut-être de la littérature populaire, des éditions à bon marché, des fascicules, etc. vers fin 19e. Et, euh, et pour arriver à cette notion de genre telle qu'on l'utilise aujourd'hui, moi ce que je vois, bon, j'avoue, c'est pas une notion avec laquelle je suis très très à l'aise. Je la vois surtout utilisée dans les rayonnages des librairies, ça permet de classer les trucs, etc. Alors après, je la vois aussi utilisée de la manière dont Émilie vient de nous présenter des titres, c'est-à-dire qu'en utilisant je dirais un mot de code, on donne un petit peu brièvement une idée de certains éléments du contenu d'un livre ou d'une histoire. Et là, ça mélange plusieurs dimensions, je dirais. C'est-à-dire qu'on a d'une part, on aura des ingrédients. Par exemple, il y a une histoire dans laquelle il y a des vampires. On aura des éléments de tonalité. C'est humoristique, c'est de l'horreur, c'est onirique. On aura des éléments comment dirais-je, des éléments de l'époque à laquelle se déroule l'histoire. C'est du fantastique moderne, c'est du fantastique 19e, c'est du fantastique Renaissance, que sais-je. Mm. Qu'est-ce qu'on Du peut avoir encore? néo-gothique. Et puis, voilà. Et puis, on peut avoir aussi des références à une école. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, on parlait d'un truc que les gens avaient intitulé Bizarro, qui était en fait plutôt un groupe de gens plutôt que réellement un style ou une manière de faire. Et alors évidemment, il y avait des points communs dans l'écriture, mais c'était surtout une école, de même que quand on parlait des cercles Lovecraftiens, etc. Avant même d'avoir des idées en commun, il y avait avant tout le fait que c'était des gens qui se connaissaient et qui s'échangeaient des idées. Voilà, donc pour moi, cette idée de genre, effectivement, c'est un peu un raccourci pratique, mais on peut en créer des infinités. Et on le fait. Et périodiquement, macabre, on parle de body horror. Bon, pour moi, c'est à peu près équivalent, mais ça ne contient pas les mêmes connotations. Voilà ce que j'aurais à dire. Voilà. J'ai essayé de faire aussi des petits réglages sur ton son, parce que c'est vrai que il est bas, mais bon, on est déjà content. Ça fonctionne. Bonsoir, les gars. Tendez l'oreille. Voilà. C'est ça, c'est pour l'ambiance fantastique, justement. On fera des retouches son pour la rediffusion. Voilà. Comme ça, ouais, c'est vrai que du coup, moi, bon, je m'étais posé la question, parce que comme tu dis, déjà entre fantasy et fantastique, c'était un peu compliqué, en anglais en tout cas, de faire la différence, clairement. Alors en français, par contre, le fantastique a pris une autre dimension dans les rayons, déjà, et puis dans les auteurs aussi. Parce que, comme tu dis, au début, c'était un petit peu des touches à tout. Maintenant, il y a des gens qui vont vraiment plus sur le fantastique que sur le reste, et autres. Est-ce que justement, dans ces thématiques, ces sous-genres, alors qu'ils soient artificiels ou pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Parce que bon, moi, j'en ai vu quelques-uns. Celui qui m'a le plus marqué, parce que ça marque vraiment, voilà, je vais pas parler de Stephen King, parce que c'est quand même quelqu'un qui est une pierre angulaire dans le fantastique moderne, mais un Clive Barker, dont tu montrais le bouquin tout à l'heure, qui s'inscrit dans ce qu'ils appellent le splatterpunk. Et je trouve que ça correspond un peu à ce qui s'est passé dans la science-fiction avec le cyberpunk. C'est-à-dire à un moment dans la littérature où on essaye de bouleverser des codes aussi. Donc, est-ce que toi, tu vois ça comme ça? Ou toi, Émilie, aussi? Oui, je vais peut-être laisser la parole à Émilie, d'ailleurs. Oh, pas de souci. Oui, de toute manière, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau genre qui émerge ou un sous-genre émergent, c'est parce que quelqu'un se dit tiens, habituellement je suis dans cette case et j'ai envie de bousculer les codes et d'aller voir un peu plus loin ou de mélanger les styles. Donc oui, très clairement, ça. Je pense que oui, c'est. Après, il y a des genres qui sont qui peuvent se confondre ou se remodeler ou évoluer au fil du temps, mais de manière générale, oui, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mouvance, c'est parce qu'on a voulu
aller un peu plus loin dans ce qui existait déjà. Ouais. Moi, Oui, j'avais finalement, ouais. est-ce que faire apparaître un nouveau genre, est-ce que c'est pas simplement mettre en avant les idées originales avant tout d'un créateur ou de petit nombre de créateurs qui peuvent ensuite être repris par d'autres, mais qui sont avant tout les idées de quelqu'un, quoi. Et moi, j'avais une autre question. Alors, celle-là, elle est pareil. C'est parce que je sais que j'en avais discuté avec gérant des éditions Faute de Frappe, entre autres. Il me disait, bah, l'horreur, c'est pas du fantastique. Bah, moi, ça me semble que c'est la même chose, en fait. Mais c'est quoi la différence entre fantastique et horreur, pour le coup? Bah, l'horreur qui est purement à base de tripailles et de sang et de cadavres décomposés n'est pas nécessairement fantastique. Pour moi, les racines du mal de Dante, c'est un roman d'horreur, mais on a de l'horreur fantastique et de l'horreur non fantastique. Voilà. Et après, on a D'accord. aussi de l'horreur sur différentes tonalités, c'est-à-dire que elle peut reposer effectivement sur des choses très physiques, ou bien sur voilà l'horreur cosmique à la Lovecraft, qui est plus sur des révélations d'une réalité englobante qui dépasse toutes nos conceptions. Ouais. Alors après, moi, c'est pour ça aussi que je voulais parler de ça, c'est que il y a pas mal de termes qui sont utilisés et j'avoue que bon, moi qui suis néophyte sur le fantastique, même si j'en lis depuis quelques années, hein, mais il y a des termes, tu vois, weird fiction, body horror, gore, qu'est-ce que bon, le splatterpunk, ça je vous ai expliqué, hein, euh, quiet horror, tout ça, j'avoue que je vois pas trop exactement ce que c'est. Bon, c'est du fantastique, mais qu'est-ce que ça recouvre exactement comme notion? Des tas de choses différentes. Ouais. Ah bon, ça Pour alors? chacun. C'est-à-dire Le que quiet horror, pareil. Vas-y, vas-y. Non, Vas-y, je t'en prie. Comme je disais tout à l'heure, des fois, ça va être une manière, effectivement, si on dit quiet horror, ça va être une tonalité, ça va être une manière d'introduire l'horreur, mais tout en douceur, quoi, tout en subtilité. Si on dit gore, ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir du sang qui coule et des tripes explosées. Donc là, on est plus dans l'ingrédient, je dirais, si on me passe ce terme. Qu'est-ce que tu as dit encore comme terme? Bah, body horror, c'est un peu pareil, hein. Ouais. Ça pose quand même largement sur ce genre de choses ou sur des mutations du corps. C'est ce que j'allais dire, ouais. une Plus des horreur- transformations. Ouais. Ouais. Les La transformations mouche. du corps, ouais. Typiquement, ouais. Horrible, horrible, horrible. Je l'ai vu beaucoup trop jeune, ce film. Ça m'a vraiment marqué, celui-là, pour le coup. Il y en a quelques-uns. Ou même L'homme qui rétrécit, même si à la base c'est de la science-fiction, j'avoue que c'est quand même assez flippant. Oui, Oui, et bien j'étais jeune. sûr, il y a un ingrédient de Bien sûr, hein. l'horreur scientifique. Je veux dire, Alien, voilà, c'est Ah ouais. de l'horreur science-fictive. Ouais. C'est sûr que ça marche bien aussi, le mélange aussi science-fiction et fantastique. C'est vraiment deux genres qui se trouvent se marient peut-être un peu mieux que les autres. Bon. Ah bah, de toute manière, les genres se marient quasiment tous. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres où vraiment c'est un seul genre, ça reste dans sa case et ça n'en bouge pas. Tu as à chaque fois des influences, même si elles sont minimes, mais tu as à chaque fois des influences qui vont dans différents genres. Après, le fantastique et l'horreur, non, c'est pas la même chose, je suis assez d'accord, mais ça se recoupe sur plein d'œuvres, parce que tu as du fantastique horrifique, tu as de l'horreur fantastique. Comment est-ce que tu distingues les deux? Où est-ce que tu mets la barrière? Bon, ça reste à l'appréciation de chacun, je pense. Sur horreur et SF, ce que j'aurais envie de dire spontanément, c'est que voilà, on est quand même un monde qui ne croit plus beaucoup. Enfin, si, il y a quand même un petit peu une survivance de croyances à des choses surnaturelles, des fantômes, etc. Mais c'est quand même pour faire intervenir des mystères et des menaces, surtout qu'on ne cerne pas bien et qui sont d'autant plus inquiétantes et d'autant plus horrifiques. Ben, on a là quand même tout un espace infini autour de nous. Et c'est quand même une ressource extrêmement intéressante à exploiter, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mhm. Et, puis même, alors, j'avais aussi dans Quiet Horror, donc ça renvoyait plus à des notions, de ce que j'ai compris, hein, de fantastique un peu plus psychologique, ce genre de choses, c'est ça? C'est par rapport à l'environnement, en fait. Ouais, ok. Quiet Horror, c'est vraiment sur la menace fait partie de l'environnement, tu es sur une ambiance un peu pesante, mais tu vas pas avoir de créatures, ça va être visible parce que tu vas bien sentir que l'ambiance est pesante et que l'environnement est dangereux.
mais ça va pas être du visuel comme peut l'être le body horror ou comme tu disais Christophe, il va y avoir des tripes et du sang qui va gicler de partout. Là, pour la quiet horror, on est vraiment sur une ambiance feutrée, un petit peu inquiétante, où le danger va être autour de toi, mais tu vas pas nécessairement le voir et savoir directement s'il est bien là ou si c'est toi qui es un petit peu paranoïaque. Bah, typiquement, le film Les Autres, 2000, 2001, je sais plus. C'est vraiment basé là-dessus. Tu as une mère avec ses enfants qui supportent pas la lumière et il va se passer des choses autour, à chaque fois dans des endroits qu'on ne voit pas, et tu vas découvrir à la fin potentiellement ce qui se passe, quoi. C'est un peu les ambiances de romans de Michael McDowell, par exemple. Blackwater, je pense. Alors là, voilà, on a dans les commentaires un truc qui illustre bien la subjectivité de ces différentes perceptions. Je vois Timiac qui dit « Le Horla est un roman, une nouvelle, fantastique, sans être horrifique. » Et là, ça se discute. Fantastique, ok, quoique, même ça a été contesté. C'est-à-dire qu'il y a certains analystes peu enclins sur l'imaginaire, pour qui c'est tout simplement le récit d'un homme gagné petit à petit par la folie, voire même par une folie dérivant de la syphilis, comme la biographie de Maupassant peut nous l'apprendre. Maintenant, l'aspect horrifique, moi je le ressens fortement dans cette histoire. Je ressens fortement que le narrateur se sent menacé par la présence. Alors, c'est formidable qu'on ait un commentateur qui peut-être ait envie de l'accueillir, qui se dise « Ah mais voilà, il y a un être invisible qui me boit mon lait, mais c'est super, il faut que je rentre en contact avec lui », ce qui est un point de vue tout à fait différent. Mais du point de vue interne à la nouvelle, l'aspect horrifique est quand même présent. Effectivement. Moi, j'avais vu un petit peu, parce que pareil, pour préparer cette émission, j'ai vu quelques petites choses, etc. aussi. De ce que j'ai vu, alors, c'est vrai que moi, par défaut, j'ai très envie de parler de Shirley Jackson, qui je trouve une autrice qui gagnerait à être encore plus connue, mais je vous mettrai dans le lien de la vidéo YouTube la super émission qu'avait fait l'Olifant sur Shirley Jackson, qui avait présenté sa vie, son œuvre. C'était fabuleux, rien à rajouter quasiment. Donc, voilà, qui se met en continuation un petit peu de ce qui se faisait auparavant, mais qui pose des bases sur les maisons hantées, la loterie qui est effrayant, mais vraiment effrayant pour le coup. Mais voilà, moi j'avais envie de parler un petit peu plus peut-être de Stephen King, qui cristallise beaucoup de choses. Il n'y a pas que lui, bien évidemment, mais tout un tas d'auteurs et d'autrices qui s'inscrivent aussi dans une nouvelle tradition, qui sont des auteurs et des autrices qui ont vécu toute l'imagerie, ciné, télé et autres aussi, que n'avaient pas les précédents. Donc c'est vrai qu'il y a un Stephen King qui a été biberonné à la Hammer, Roger Corman aussi, dans les années 70, entre autres. Donc c'est vrai que ça donne aussi une autre forme de récit, puisqu'il y a le visuel qui est passé par là, quoi. Donc je sais pas comment vous voyez ça, du coup. Ces rapports entre littérature et le visuel aussi. Alors, curieusement, c'est pas forcément le truc qui moi, me frappe le plus chez Stephen King. J'aurais plus mis en avant le fait, parce que pour moi est une de ses... ce que je ressens comme étant une de ses particularités, c'est cet aspect, comment je dirais, humain. C'est-à-dire, voilà, si on pense par exemple à ça, le groupe de gamins marginaux ou marginalisés qui se retrouvent ensemble et obligés d'affronter ensemble l'horreur venue d'on sait pas où, c'est quelque chose qui parle évidemment à un certain nombre de gens, parce que bien entendu l'imaginaire, il y a toujours un pont avec le réel, et de même que dans la science-fiction on parle de nos sociétés, en parlant de sociétés différentes, eh bien là on parle de nos vies, en parlant de choses qui n'arrivent pas dans nos vies, mais on en parle quand même. Et voilà, moi je voyais plus effectivement ce côté humain chez Stephen King, tout comme dans Shining, il y a les relations familiales, etc. C'est vrai tout l'aspect humain, tout l'aspect réaliste, tout l'aspect psychologique qui est fort marqué quand même si on est complètement dans le fantastique et parfois dans l'horreur et la terreur, mais ouais. Chacun des deux éléments est un bon véhicule pour l'autre. Ouais, exactement. Ouais, c'est ce qu'on disait dans les origines du fantastique, c'est que ça raconte nos angoisses aussi, entre autres. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça nous parle. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert de toutes les autrices et auteurs de ce genre. C'est peut-être vous qui m'en parlerez, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y avait un autre aspect là-dessus. Donc, le fait que la littérature et le cinéma se renvoient aussi, puisque King assez rapidement a été adapté au cinéma, en plus par Kubrick. Bon, ça va, il y a pire quand même.
C'est vrai que c'est Dead Zone, moi, qui m'avait particulièrement marqué de lui, pour tout un tas d'autres raisons, mais qui était super flippant. Je sais pas s'il y a d'autres auteurs, vous, qui vous ont marqué justement dans le fantastique un peu plus moderne, entre guillemets. Moi, je suis Ouais, un il y peu avait sur le les vieux livre. auteurs quand même. Hein. Toi, t'es plus sur les vieux. Ouais. Eh ben vas-y, commence par les vieux. Je Ouais. finirai par les Bah, jeunes. voilà, j'avais envie de parler par exemple voilà, encore un sous-genre dont on n'a pas parlé, qui est l'histoire de fantômes, avec Ah des oui, auteurs classiques qui se trouvent souvent être britanniques, oui. et notamment E.F. Benson, qui a écrit Mhm. des très, très belles histoires classiques, et Montague James, qui a écrit des Ah très ouais. belles histoires de fantômes pas classiques. Ah ouais. Le principal des tonnes. C'est fabuleux ce qu'il a écrit, ce monsieur. Je regarde assez souvent les diffusions BBC de Noël. C'est assez marrant. De ces adaptations d'histoires de fantômes. Qui, justement, ouais, comme tu dis, ils ont bien dépoussiéré le mythe des histoires de fantômes, qui était devenu un peu drap blanc, etc. Et qu'il a mis justement en mode c'est pas très cool, les fantômes. Voilà. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Shirley Jackson. Je trouve qu'elle, Hmm. quelque part, je pense qu'elle va bien dans cette tradition-là. Elle pousse encore les curseurs un peu plus, quoi. Henry James aussi, bien sûr. Faut en citer plein, de toute façon. Hein. Et pour toi, Émilie, du coup? Pour moi, comme je te disais en coulisses, en fait, j'ai pas lu très très tôt, très très jeune du fantastique. Moi, jusqu'à mes 25 ans, j'ai été biberonnée à la bande dessinée et aux policiers, thriller et policier. Ça, c'était mes deux genres de prédilection. Je te dirais que dans les auteurs un peu plus récents, sans toute proportion gardée, moi, ma référence vraiment, c'est La Tour sombre de Stephen King. Alors, j'ai pas lu tous les autres livres de Stephen King. Il y en a quelques-uns qui manquent encore à ma culture. Mais celui-là, cette saga-là, même si je me sens souvent très seule quand je sors cette référence, parce que c'est rarement celui qu'on préfère chez lui, moi, celui-là, il m'a vraiment complètement marqué. Avec sa fin, notamment. Alors évidemment, je ne vais pas spoiler, mais il y a 2 fins à cette saga. Et il propose de s'arrêter un petit peu avant la fin finale. Donc ça, je trouvais que c'était un procédé vraiment terrible. En plus de faire des ponts avec l'ensemble de son œuvre et de ses autres livres. Et il y en a un deuxième qui est Shutter Island de Denis Etchison. Lehane. Ouais. Ah, ok. Et celui-là, autant d'ailleurs c'est pas l'interprétation, c'est autant le film dont est tiré le livre, à l'inverse. L'adaptation. Autant l'adaptation, merci Christophe, autant l'adaptation que le livre, ils m'ont complètement bluffé. Et là, typiquement, on est dans du fantastique psychologique où, jusqu'à la fin, on ne sait pas si il y a un souci ou si tout se passe dans la tête du personnage. Donc voilà. Je dirais que c'est les deux livres de chevet que je relis régulièrement. Après, sur une approche plus historique du fantastique, plus moderne, on va dire. Donc, comme je disais, alors en France, en tout cas, il y a eu un gros passage à vide avant que ça reprenne vraiment plein pot, années 70-80, avec des collections. Alors, je vous montre par exemple cette collection-là, Présence du fantastique, qui n'a pas duré assez longtemps, à mon humble avis, mais bon, avec Alain de Rémieux qui défendait ça au taquet avec Territoire de l'inquiétude, qui était une superbe anthologie. Il y a eu pas mal d'autres collections. La collection Gore, entre autres, chez Fleuve Noir, sur carrément un autre style. Collection Gore, collection Trash, Ouais. collection Carnage aussi, qui a été plus récente. Ouais. Donc voilà. Et puis dans les auteurs français, francophones en tout cas, c'est vrai que avec le passage à vide qu'il y a eu depuis quelques années, là, j'ai l'impression que ça, après c'est personnel, j'ai l'impression que ça revient, mais il y a eu pas mal d'auteurs qui ont touché au fantastique. Je pense à, pour des anciens qu'on connaît, donc du Joël Houssin, du Jean-Pierre Andrevon, Pierre Pegault qui a touché aussi au fantastique, Jeanne Ferveur d'Arcier, Gudule aussi, quand même. Serge Brussolo. Serge Brussolo, par exemple. Donc on a eu quelques auteurs. Moi, c'est vrai que, tu vois, j'ai un Jean-Marc Ligny qu'on connaît beaucoup pour les romans de Climato SF. Ouais. Mais voilà, quand tu lis ça, tu flippes un peu quand même, Yorossi. Moi, j'avoue que j'avais beaucoup apprécié. Donc, le livre est un peu morflé, comme vous pouvez le voir.
C'est vrai que cette collection avait permis de découvrir un paquet d'auteurs. Tu vois, je pense à Pat Murphy, ou du Lucius Shepard. Enfin, je t'en passe des meilleurs. Il y en a eu beaucoup, beaucoup dans cette collection. Moi, c'est ce qui m'a permis de découvrir pas d'autres types de fantastique, mais d'autres façons de raconter des histoires qui foutent la pitoche, quoi. C'était plutôt ça que j'ai retrouvé. Je sais pas si donc toi, Christophe, tu disais plutôt des auteurs des débuts. En termes de sous-genre, hein, parce que je reviens un petit peu à ces histoires de sous-genre, qui n'en sont pas vraiment. Hein. Les plus récents sont lesquels? Parce que voilà, moi, je vous ai cité Body Horror, Splatterpunk, mais ça date quand même des années 80, hein, je crois à peu près. Je sais pas si vous en voyez d'autres. Alors, c'est un genre qui vient un peu plus du cinéma, mais tu as les LVT d'horreur, qui est... là, on en parle beaucoup, notamment avec le film The Substance, qui est sorti l'année passée, je pense. Oui. Où là, c'est typiquement ça. Ouais. Ouais, il y a ce genre-là. Après, c'est toujours, pour ma part en tout cas, c'est toujours un petit peu une réinvention. Tu reprends des choses qui ont marché il y a longtemps, tu les modifies un petit peu, ça te fait un nouveau sous-genre. Mais on garde tout de même les vieilles recettes, on les améliore un petit peu, mais on garde quand même les vieilles recettes qui fonctionnent, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai l'impression aussi que, alors ça c'est pareil, c'est qu'une impression, hein, parce que je suis pas un grand spécialiste non plus, mais j'ai l'impression aussi que les sous-thèmes viennent aussi des pulps, hein, des années 30, 40, puisqu'on a les détectives de l'étrange, les créatures, les savants fous, machin, etc. Et on retrouve un peu ces sous-thèmes régulièrement, hein, selon la façon dont ils sont racontés. Ouais, complètement. Il y a des choses qui ne veulent pas mourir. Ouais. Ça alors. On ne laisse pas mourir. Non, une momie, elle vous demande rien, laissez-la tranquille, quoi. Ouais, c'est vrai que du coup, les monstres, c'est quoi les monstres emblématiques? Parce que j'en profite, hein, on essaie de balayer un petit peu tout ce qu'ils disent dans le fantastique. Les monstres emblématiques, alors bon, vampire, loup-garou, momie, ok, fantôme, ça fait 4. Hyper classique. Fantôme, zombie. Ah oui, le zombie, c'est vrai. Extraterrestre, soit. Oui, pendant toute une période, notamment du cinéma américain. Alors là, souvent on rattache plutôt ça à la SF parce qu'il y a des liens avec la bombe atomique, etc. Mais il y a des créatures géantes. Il y a des insectes géants notamment. Il y a des lézards géants aussi. Moi, je suis un grand fan de tous les Godzilla et autres. Les kaiju, ouais. Donc voilà. Tout ça, c'est et peut-être un peu plus du côté japonais d'ailleurs, parce que là, on a des bestioles qui sont facilement liées implicitement à la mythologie classique japonaise et même si Godzilla fout le bordel dans Tokyo et ruine des quartiers entiers, il y a une espèce de respect pour cette bête énorme qui représente une force de la nature ou de la pas nature ou de la contre-nature, mais en tout cas une force quasi surnaturelle. Il est capable de nager dans des courants de lave souterrains. Enfin voilà, c'est extravagant, quoi. Ouais, c'est vrai que le kaiju, c'est quelque chose de vraiment à part, effectivement, qui est devenu un peu comique malheureusement, et puis qui va d'un côté très, très horrifique, quoi. Enfin, ça peut. Hein. Voilà, petite parenthèse, hein, je sais pas si vous avez vu Godzilla Minus One, mais ouais, il est excellent. Très beau, très belle exploitation de qu'est-ce qu'on peut faire encore avec Godzilla, avec le thème du kaiju aujourd'hui, et c'est super réussi. Surtout depuis Del Toro, parce que j'avoue que Pacific Rim, ça se posait là quand même comme hommage. Hein. Oui, alors après, il y a beaucoup de défauts. Le côté pulp est assez présent quand même. Ah bah ça oui, ça c'est sûr. Mais bon, ça rendait hommage, je trouve. En tout cas, c'est plutôt comme ça que j'avais pris moi. Justement, bah voilà, ces allers-retours, parce que c'est vrai que ce fantastique dit moderne, je trouve, voilà, on le voit aussi avec le cinéma, les séries télé. Les séries télé peut-être plus récemment. Je pense par exemple aux séries Netflix, hein, The Haunting of. Il y en a certaines que j'ai trouvées bien, d'autres un peu moins, mais bon, après les goûts de chacun. Justement, ouais, ces allers-retours avec les créatures, parce que les films de la Hammer et autres, j'en ai bouffé, hein, du monstre de Frankenstein et compagnie. Comment vous voyez justement ces allers-retours entre ces différents courants? Je crois effectivement le cinéma, quand il s'est emparé de tout ça, il a apporté vraiment quelque chose qui fait que voilà, il y a des choses qu'on va plus évoquer en pensant aux films et en pensant aux séries qui finalement sont venues. Il y a beaucoup quand même de bon, je veux pas employer des termes désobligeants, mais tu peux. On est sur un dessin. La pratique des séries est quand même aussi beaucoup de réutiliser
des thèmes, des idées, des scénarios qui viennent du cinéma et de dire bah on va faire un remake de tel grand truc. J'ai plus d'exemples en tête, mais je me dis tiens ça c'est bah oui ça a déjà été fait. Bon. Oui. Et donc le cinéma a vraiment apporté sa trace là-dedans. Je pensais à un truc d'ailleurs. Il y a eu toute une période, alors voilà, les plus jeunes d'entre nous ne s'en souviennent pas forcément, mais dans les années 70, il y a eu une espèce de période de panique satanique où on avait des diableries, donc évidemment à commencer par l'Exorciste, Amityville Horror, etc., où les diableries ont envahi les écrans. Et dans un monde qui pourtant ne croyait plus vraiment à tout ça, et brusquement, Ouais. on s'est remis un petit peu à y croire sous l'influence de tous ces films, Baby comme s'il y Rosemary, avait, Poltergeist. voilà, bien sûr, comme s'il y avait une porte de l'enfer qui s'était ouverte. D'un coup, ouais. Ouais. Puis pareil, hein, quand ça correspond aussi hein, quand Donjons et Dragons, par exemple, est arrivé, tout de suite, hop, c'est satanique. Ça allait un peu avec, quoi, hein, d'ailleurs. Entre autres. D'ailleurs, ça me permet de parler de Donjons et Dragons vite fait. Dans les citations, tu avais un auteur qui est quand même bien connu hein, des amateurs de fantasy, c'est Fritz Leiber. Hein, les aventures de Fafard des Souriciers Gris avec la cité de Lankmar, qui quand même est un des grands auteurs de fantastique. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Parce qu'il y a certaines nouvelles de Fafard qui sont super flippantes. Ce qui est normal, quand on sait ce qu'il a écrit derrière. Quoi. Petit aparté. Moi, dans les films et puis les auteurs, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une bascule justement dans la représentation du fantastique, que ce soit de la façon de le filmer ou de l'écrire? Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule à un moment donné que vous avez pu constater ou pas du tout? C'est moi qui me fais des films. Pas nécessairement de mon côté. Non. Pas forcément non plus. La bascule se produit pas toujours forcément dans le sens qu'on aimerait. J'ai beaucoup aimé les premières saisons de Stranger Things, évidemment. Ouais. Mais dès que la menace, dès que le monstre a commencé à parler, j'ai trouvé qu'il y avait une baisse d'intensité qui était assez considérable et qu'on revenait à des choses, à la limite, Freddy Krueger qui envoie des vannes à ses victimes avant de les tronçonner. Tout de suite, on introduit, je dirais pas que ça introduit forcément un côté rigolard, mais un côté humain, trop humain, qui affaiblit un petit peu le propos, alors que tant qu'on a une espèce de chose nébuleuse avec des grands tentacules qui marchent dans un monde mystérieux qui est l'envers d'une autre, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est un peu insaisissable. Dès que ça se rapproche de nous, ça l'est moins. Ouais, c'est vrai que j'avais tendance à dire qu'il y a peut-être une bascule plutôt vers l'acceptation de soi, le romantisme, etc. Donc, je pensais à Anne Rice avec Entretien avec un vampire hein, au ciné, qui avait quand même un peu changé la façon dont on voyait le personnage du vampire, qui reste un monstre, mais quand même, hein, un peu la classe. C'est pas le monstre de vampire de Carpenter, par exemple. C'est pas du tout le même type de vampire. C'est sorti à peu près à la même époque, si je me souviens bien. Et puis, en série télé, j'allais dire quand Buffy. tu suis cette voie-là, tu arrives à Twilight. Hein. C'est ça, exactement. Mais je voulais y venir, justement. Et que ça en fait partie, quoi. Mais, ça en fait partie. Et j'allais dire, en parlant de série télé, Buffy contre les vampires. Dans le genre où on met du fantastique à tous les épisodes et qui parle plus de soi, de l'acceptation, de la différence et autres. C'était quand même un monument. Alors bon, j'ai jamais été un grand fan de Buffy, mais il faut reconnaître qu'il a quand même ces qualités-là. Pour ceux qui aiment, vous inquiétez pas, hein. Je suis pas en train de dire que c'était nul, hein. Pas du tout. Ne jetez pas de tomates, ça va aller. Donc je sais pas pour vous, voilà, si ces références-là, elles vous parlent ou pas du tout, si vous en avez d'autres. Moi, pour celle-là, elles me parlent pas, j'avoue, parce que je ne les ai jamais regardées. Je crois que au moment où ça passait, j'étais encore un tout petit peu trop jeune, et ma maman étant très stricte, je ne pouvais pas regarder, pas trop regarder la télé. Non, mais tu en as d'autres. Tu avais plus ou moins à la même époque, d'ailleurs, je pense un peu après, peut-être Charmed. Oui. Où là, c'était un trio de sorcières, avec pareil des créatures surnaturelles à quasiment tous les épisodes ou presque. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Plus récent encore, tu as Supernatural, typiquement. Donc, oui, voilà, après, tu as toujours eu des ponts, entre guillemets, entre la littérature et
et le cinéma, avec une tendance du cinéma, un peu comme Twilight, à romantiser un peu trop peut-être les créatures. Mais bon, Ouais. ça c'est question de goût. Mais voilà. Mais c'est une tendance plus récente. Alors ça a toujours existé, Ouais. de romancer les Oui, choses, complètement. mais Mais le l'exploitation côté audiovisuelle. l'exploitation visuelle Mmh. change quand même la donne. Mmh. Ça rend les Bah, monstres aimables, presque. Maintenant, Mmh. voilà, effectivement, on n'a pas mentionné le genre de la romance avec des monstres, Et qui oui. Ouais. apparemment a son petit succès de librairie par les temps qui Ah oui, courent. un petit peu, ouais. Voilà, avec des gargouilles, des vampires, des loups-garous, Ouais. etc., Mmh. qui prennent un côté beaucoup plus séduisant. Ouais, la monster romance, c'est ça. Voilà, C'est ça. chercher le terme exact. Sinon Fleur, elle va me tuer. Un peu la spécialiste. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette tendance à romantiser un maximum. Bon, voilà, il y a rien à dire là-dessus. C'est comme dans tous les genres. Le tri sera frais avec le temps. Les bons textes resteront, les autres seront oubliés, comme dans tous les genres. Voilà. Oui, et puis c'est comme dans les sous-genres du fantastique. T'as des mélanges, et puis il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas le mélange des genres avec la romance avec d'autres genres, en soi. Ouais. Est-ce que juste, alors, je pars un peu sur le côté ciné, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème? Alors ça tient plus au système Hollywood, mais une surexploitation de certains thèmes, genre les slashers, ce genre de trucs. Voilà, les trucs avec les sauts par exemple. Je sais plus à quel numéro ils en sont maintenant. Voilà, qui dilue aussi l'impact fantastique de ce qu'ils créent au début, quoi. Ah bah c'est sûr que les premiers sont toujours plus impactants, mais après c'est le système capitaliste qui veut ça, c'est les effets de mode, et quand on voit que quelque chose marche, tout le monde s'y engouffre. Mais ça, c'est dans le cinéma, c'est dans la littérature, c'est Ouais. un peu partout. À part, je pense, des plus petites structures qui fonctionnent vraiment au coup de cœur et qui sont un peu à contre-courant, entre guillemets. Ben voilà, ça c'est la loi, malheureusement. Les gens essayent d'aller dans ce qui fonctionne. Dans ce qui rapporte. Donc voilà. Ah oui, oui. Là, en ce moment, ce qui rapporte, c'est plutôt la romance ou les super-héros, Ouais. il paraît. Romance, romantaisie. Ouais. Mais effectivement, si on en juge par la présence sur différentes plateformes de séries d'anthologie, Oui. où on a comme ça une série, alors je suis tombé sur, j'ai oublié le titre, mais ce sont des histoires fantastiques faites par un ou plusieurs, je ne sais plus, réalisateurs indonésiens. Ok. Et qui sont qui sont pas mal. Alors déjà l'intérêt c'est que ça met quand même dans un cadre dont on n'a pas forcément l'habitude. Mhm. Et avec des problématiques, des manières de penser, des vies quotidiennes des personnages, etc., qui sont pas le truc classique qu'on va retrouver dans nos univers occidentaux, je dirais. Mais il y en a d'autres dont j'ai plus les noms en tête, mais enfin j'en ai repéré plusieurs où on a comme ça. Bon, évidemment, il y a le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro que vous avez peut-être vu, où il y avait du bon et du moins bon, on va dire, mais enfin il y avait du bon, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Après voilà, je sais pas dans les autrices et auteurs plus récents que vous pourriez conseiller. Bah moi je vais faire une petite pub. Je vais parler de deux auteurs malpertuis, parce Écoute. qu'on a quand même la fierté de les avoir un petit peu lancés, et on espère qu'ils vont rester en orbite aussi longtemps que possible. Donc on a Pascal Malos, dont j'aime beaucoup le style. Alors voilà, c'est un gars qui a été biberonné au surréalisme belge et à la littérature d'Europe centrale, puisqu'il est belgo-polonais d'origine, D'accord. et qui écrit un beau fantastique, pas souvent avec de l'horreur. Voilà, il montre on n'associe pas forcément fantastique et horreur, mais au moins de l'étrange, du malaise, et parfois pas forcément dans un sens négatif d'ailleurs. Ça peut être aussi une forme d'émerveillement ou d'étonnement qui se dégage de ça. Et voilà, dont on a fait chez nous des recueils qui s'appellent Soleil Trompeur, qui s'appellent Sous nos latitudes sombres. Donc là, on est soit dans des univers méditerranéens, soit dans des climats plus d'Europe du Nord. Et puis Laurent Montez, qui a fait chez nous des nouvelles, des romans, dont un roman policier fantastique très étrange, et puis qui a un petit peu grandi, puisqu'il est maintenant chez Albin Michel, qui a fait
un recueil, Les Nouveaux Contes du Whisky, qui sont un véritable hommage à Jean Ray, écrit à l'occasion d'un voyage en cargo. Hein. Il a passé 15 jours en mer sur un bateau de commerce, occupant la cabine passager du bateau de Ah oui, commerce, ah oui, et à ne c'est rien pas faire courant. d'autre que regarder la mer et écrire. Voilà, donc Puis, deux noms que j'aurais envie de lancer en l'air comme ça. ouais, c'est plus auteur dernièrement de La sonde et la taille, dont on avait déjà parlé, Voilà. entre autres. C'est hommage à Conan, qui, pour le coup, était un peu horrifique, hein. Conan Gore. vieillissant, ouais. Ouais. C'était malaisant, en tout cas, par moments. Ça je veux bien. Donc, ouais, non, effectivement. Et pour toi, Émilie, si tu en as dernièrement? Ah là là, c'est difficile parce qu'ils sont nombreux chez les Vresses du coup. N'en citer que quelques-uns, c'est compliqué. Bah, je plus sois Pascal Malos déjà, parce qu'il a une nouvelle dans Nouvelle Sonorité, notre dernier Anto. Qui est-ce que je pourrais citer? Je pourrais te citer Guillaume Beck, qui est dans la collection Discord pour L'œil de la Manticore, là c'est de la dark fantasy, et qui a sorti précédemment dans la maison d'édition Ogmios. Oui. Il y a Voyageur dans le titre, mais il y a un autre mot, c'est pas le titre Voyageur complet. onirique, c'est ça? Le Voyageur onirique, exactement, merci Christophe. Où là on est plus dans une ambiance Lovecraftienne. Donc voilà, ça c'est un auteur, je pense, à suivre, à surveiller. Et sinon, on en a tellement. Je citerai... alors bon, elle n'est pas que chez moi, mais moi personnellement, c'est un coup de cœur, ce qu'elle écrit quasiment à chaque fois, c'est Morgane Cossarieux. Voilà, et puis... C'est plus dans ce qu'on appelle le body horror, quoi, pour le coup. Ouais, Morgane, elle est plus dans le body horror, exactement. Ouais. Après, c'est pas toujours le cas, parce que elle est aussi sur tout ce qui est caché, tous les non-dits, tout ce qui est ambiance très pesante et malsaine. Elle fait les deux. Elle fait les deux très très bien. Dans le body horror, elle réexploite les différentes créatures. Le folklore, ouais, tout à fait. La vouivre, c'était casse-gueule. Ouais, la vouivre, et bah, j'ai bien aimé, moi. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Visqueuse, ouais. Et sinon, en body horror, chez nous, on a Jack Machio aussi. Et en nouvelle autrice, là, que je me permets de citer, c'est... Qui est-ce que je pourrais dire? Katrina Tosati, qui est une nouvelle autrice qui arrive chez nous et qu'on a signée par l'intermédiaire des Murmures littéraires, qui est une association, en fait, qui permet de faire le lien entre des maisons d'édition et des auteurs qui veulent être publiés. C'est un petit peu un comité de lecture qui passe avant nous. Et elle va sortir son premier roman, la fin d'année chez nous, en fantasy. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de la mettre en avant. Là, on n'est pas du tout dans l'horreur, par contre. On est vraiment dans le tout doux, dans la quête, dans le voyage. Mais il en faut. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est vrai que voilà, j'en profite pour recadrer un petit peu, parce que le thème de l'émission ce soir, c'était légende fantastique. Mais c'est vrai que, ce qu'on a dit assez rapidement, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de genre, il y a plus des styles qui se développent avec certains auteurs, certaines autrices, qui font que d'autres vont suivre un mouvement et autres. C'est vrai que Clive Barker a fait des émules, voilà, Masterton pareil, McCammon pareil. Enfin, il y en a quand même un certain nombre, des Pat Murphy que moi j'apprécie particulièrement. Moi, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns que j'ai beaucoup aimé. On va citer un peu des autrices dernièrement. Moi, j'ai beaucoup aimé Susan Hill. Je trouve que on est sur quelque chose, voilà, l'histoire de fantômes, à la Charlie Jackson, etc., entre autres. Mais je trouve qu'elle a bien dépoussiéré le truc. Donc, La main de la nuit, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait fait. Et ça, voilà. Alors, c'est classé en young adulte, ça me fait toujours rire, mais bon. Dès que les héros sont des adolescents, il y a du young adulte. Ça a été traduit chez les Chats Noirs, c'est Don Kurtagish, The Dead House. Et je trouve que, franchement, la façon dont elle a traité le thème de la possession, j'ai trouvé ça très cool. Et ce genre de choses, quoi. Parce que c'est censé être un manuscrit qu'on a retrouvé dans les flammes. Voilà. Excellent. Donc, bon, on retrouve les pages brûlées. Ça rappelle un peu, pour ceux qui avaient connu à l'époque, dans le genre fantastique, Twin Peaks, David Lynch.
ils avaient édité, je me souviens, le journal secret de Laura Palmer, avec des pages arrachées, des pages brûlées, etc. Donc ça reprend un peu ce genre de truc, quoi. Voilà. Et ça reprend ouais, tous les thèmes de la possession. Je trouve ça très cool. Dernièrement, dans les Lovecraftiens, entre autres, c'est John Nangan, hein, donc The Fisherman, que j'ai trouvé, mais vraiment, mais c'est incroyable, quoi. Donc là, normalement, j'ai lu doit sortir son recueil de nouvelles, là. Donc j'ai hâte. Donc merci Guillaume, hein, m'a fait rencontrer le monsieur. Et je dirais, alors pareil, en fantastique récent, et qui, je pense, avec le temps, risque d'être voilà, quelque chose d'assez important. Ceci, Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du fantastique hispanophone. Les Borges, Bioy Casares et compagnie, il y en a quand même quelques-uns hein, là-dedans. Voilà, l'invention de Morel, je ne vais pas vous en parler, je pourrais en parler des heures, tellement c'est important. C'est très intéressant parce que Ouais. voilà, alors et on pourrait aussi parler de ce qu'on a qualifié de réalisme magique, Garcia Marquez, etc. Mais Ouais. les auteurs que tu viens de citer sont plus dans une approche, on pourrait parler de fantastique logique. C'est-à-dire on invente une idée qu'on développe qui est un petit peu à la même le même processus mental que dans la SF finalement. Ouais. On voit par exemple l'idée du livre de sable. Eh bien voilà, étant donné un livre qui a telle caractéristique, qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce qui va se passer, sachant qu'il est en fait impossible. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on l'a entre les mains? Ouais. Et c'est vrai, moi je t'avoue que le réalisme, voilà, le fantastique réaliste là, qui marque vraiment la littérature hispanophone, d'Amérique du Sud, il est assez incroyable. Hein. Enfin, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lu, peut-être qu'à l'occasion on en reparlera, on aura peut-être une émission spécifique ou autre, mais parce que c'est très très important. Mais donc là, ça mélange en fait l'histoire de l'Argentine et du fantastique. Et c'est incroyable. Voilà. Comme d'habitude, hein, dans les quatrièmes de couverture, hein, repousse la limite du roman et impose sa voix magistrale, quelque part entre Silvina Ocampo, Cormac McCarthy et Stephen King. Ouais, ça rigole plus là. Mais ceci dit, au-delà des formules pompeuses, c'est un monument. Donc voilà, d'ailleurs, c'est un gros pavé, hein, comme vous pouvez le voir, qui pèse son petit poids. Et c'est vraiment incroyable. Je pense que celui-là, on en reparlera à l'occasion. Je pense que celui-là, il va faire date, très sincèrement. Quels que soient les genres. Hein. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé ce soir, c'est la façon dont le fantastique a infusé aussi tous les autres genres, principalement le thriller. On a beaucoup d'auteurs de fantastique qui écrivent du thriller, où les codes sont à peu près les mêmes. C'est juste l'explication qui n'est pas la même, en fait. Mais je pense par exemple à Nico Takian, Henri Lovenbruck, Maxime Chatham, voilà, Sonia Delzongle, etc. Ça flirte, en fait, avec le fantastique, hein, sans vraiment le dire, parce que sinon, ça changerait de rayon, surtout. Clairement. Ah bah tu peux aussi, j'espère ne pas prononcer un nom qu'il ne faut pas prononcer, mais on pourra aussi parler de Marc Lévy, qui a quand même construit une carrière de très gros vendeur sur des thèmes finalement fantastiques, populaires. Ah oui. Ah oui. Si c'était vrai. Bah oui, je l'ai lu, donc moi aussi. Honte à l'avoir lu, donc pas de problème. Ou 7 jours pour une éternité. Ou... Ouais. Ah bah oui, je pense qu'on est beaucoup à en avoir lu quelques-uns, donc pas de honte. Hein. Mais oui, effectivement, hein, c'est beaucoup basé sur d'abord du fantastique, et il s'est même essayé un peu à la SF, je crois. Donc ouais. Je crois que même du Laurent Godet a touché un petit peu au fantastique par endroit, donc ouais, c'est un genre, comme tu disais, qui se marie bien avec les autres. Je trouve qu'il se marie peut-être mieux que d'autres, je trouve. À vie personnelle. Je sais pas comment vous le ressentez. C'est parce qu'on peut vraiment le saupoudrer, en fait. Tu mets le curseur où tu veux, mais le fantastique peut être vraiment tellement léger, presque inexistant, mais tout de même là, ou instiller un doute, ou laisser un petit doute, que c'est facile, entre guillemets, alors c'est compliqué, mais entre guillemets, c'est facile de le mêler à un autre genre, même de la littérature blanche, comme les exemples que tu as cités. Il ouvre quelque chose quand on vient un petit peu, effectivement, comme tu dis, le saupoudrer. Il donne une dimension, il donne une saveur un peu différente à quelque chose qui pourrait être classiquement du polar ou de la romance, etc. Ok.
Bah écoute, je pense on a fait un petit tour quand même, hein. Comme je vous disais, hein, si on devait faire une émission complète sur tous les sous-genres, tous les auteurs, et il y en a vraiment un paquet, Ouais. on se fait une petite émission de 2 heures, donc on va peut-être pas non plus faire ça ce soir. On aura l'occasion d'en rediscuter, hein, au fur et à mesure des émissions peut-être plus spécifiques à certains auteurs, ce qui peut être toujours intéressant. Voilà, je vous propose que voilà, on va pas tarder à conclure pour ce soir en tout cas. On est déjà à 1h20, ce qui passe quand même pas mal. Donc je voyais Timiak qui citait genré. Oui, Bien oui. sûr. C'est vrai qu'on en parle jamais vraiment assez. Il faut remercier Ouais, d'ailleurs. voilà, on Ouais. peut évoquer deux genres à son propos qui sont du fantastique urbain, hein, avec La Ouais. Ruelle Ténébreuse par exemple, et puis bien sûr le fantastique maritime. Ouais. Où Sachant que le on parle de fantastique. cadre. Hein, voilà. Ouais. Oui, parce que le fantastique maritime, je pensais aussi à Hop Ocean. Tu vois, bah alors là, je remonte Watson, bien sûr. il y a un petit peu longtemps. Oui, bah, écoute, c'est pas très jeune, mais c'est pas grave. Hein. Nous, on prend toutes les références. Hein. Hop, je change tout gentiment de bannière. Histoire de finir en beauté, le fantastique au ciné, à la TV et en animation, parce qu'on n'a pas parlé d'animation ni des jeux vidéo. Et bon, alors, jeux vidéo, on pourrait faire une émission complète là-dessus, hein, ce qu'on fera sûrement. Il y a beaucoup à dire sur la façon dont l'horreur, le fantastique ont été mêlés dans le jeu vidéo. Coucou Resident Evil et Silent Hill, par exemple, ou Alone in the Dark. On en reparlera encore plus, Miskatonic, il paraît. Voilà. En termes d'adaptation, vous, lesquelles vous ont vraiment marqué sur ce qu'elles représentent, ce qu'elles apportent, ou ce qu'elles donnent à voir, en fait, tout simplement. Alors moi, je suis difficile parce qu'en termes d'adaptation au cinéma ou en film, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à me convaincre. Shutter Island, je l'ai déjà cité précédemment, mais celui-là, c'est une des adaptations. Et pourtant, ils ont changé la fin. Et c'est typiquement quelque chose que je déteste quand on ne respecte pas le livre à la lettre. Mais là, c'était plutôt bien fait. Après, c'est pas une adaptation, mais en série vraiment qui ont marqué le genre. T'as X-Files aussi, typiquement. Après, en animation, il doit y en avoir, mais là, tout de suite, il n'y en a pas qui me viennent, j'avoue. Après, en adaptation, oui, t'as tous les Stephen King, évidemment. Shining, pour n'en citer qu'un. Après, moi, personnellement, j'ai bien aimé l'adaptation de Myst, aussi. Puis il y avait des défauts, notamment sa fin, qui était ni faite ni faire. Mais au-delà de ça, c'était tout de même pas mal comme adaptation. Voilà. Ouais. Je pense que si j'avais à en citer quelques-unes, ce serait celle-là. Je ne vais pas parler de l'adaptation de La Tour Sombre parce que j'ai détesté. Mais... Quelle adaptation? Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus, d'ailleurs. C'était pas moi qui parlais. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, malheureusement, ça va être un peu raté, on va dire ça, pudiquement. Ouais, mais c'était trop gros pour n'en faire que ce qu'ils en ont fait. Enfin, ne rentrons pas dans ce débat. Et pour toi, Christophe, si tu en as? En adaptation, j'ai profité de ce que Émilie parlait pour me creuser un peu la tête. J'en ai pas non plus trouvé beaucoup. Celle que j'ai envie de citer, c'est Clive Barker. Cabal, avant tout, et puis aussi Hellraiser. À part ça, les choses que je peux citer au cinéma, c'est pas des adaptations, quoi. C'est plus effectivement. Oui, c'est pareil. Oui, c'est. Ne vous limitez pas aux adaptations, juste des films de fantastique, voilà, quoi. Carpenter, The Thing, L'Antre de la Folie, voilà. Et comment c'est l'autre, Prince des Ténèbres, où on a non seulement de l'étrange. Alors, il y a un truc, voilà. Je vais quand même citer quelque chose qui sort un petit peu de tout ce domaine. C'est un film qui est adapté de Mathieu Carrière, qui est La Moustache. Ça vous dit peut-être rien. C'est avec Vincent Lindon, c'est un film français qui est fait tout en simplicité. Et donc, je résume en quelques mots. Un matin, le personnage joué par Vincent Lindon décide de se raser la moustache. Et il descend, et il voit sa femme, et il lui dit « Bah, tu me dis rien ?»« Non, bah, je me suis rasé la moustache. »« Mais tu n'as jamais eu la moustache. » Ah oui, d'accord. Et ainsi de suite. Voilà. Okay. Donc une petite plongée dans un univers parallèle fort intéressante et sympathique.
Bah, écoute, moi je Qu'est-ce que t'avoue j'avais que... vu Ouais, aussi? vas-y. Film très, très bizarre qui s'appelait The Lobster. Oui, Oui, très bon. alors Là. voilà, est-on Ouais. dans le fantastique, pas au sens où il se passerait des choses Non. surnaturelles, mais Mm. au sens où on est dans une ambiance étrange, Ouais. irréelle, Ouais. qui n'est pas un calque de la vie telle que nous la menons aujourd'hui, Mm. et qui est une sorte de monde parallèle, qui pour moi, ce mélange de dépaysement et de traitement atmosphérique, c'est ça qui est constitutif du fantastique, plus que le contenu en termes de Mm. thème ou d'éléments. Ouais. Bah écoute, en animation, moi je te citerai quand même typiquement, bah, parce qu'on va rejoindre un peu ce que tu disais sur le Japon, qui reprend les kami, etc. Le voyage de Chihiro, c'est un studio Ghibli Oui, de oui, Miyazaki. bien sûr. Bon là, Ouais, on est ouais. en plein dedans, quoi. Ouais, Je c'est trouve vrai. assez incroyable celui-là. Pareil pour Ponyo, sur la falaise, là c'est les kami Mhm. de l'eau, qui rajoutent la poésie en même temps que... Enfin, Il y a des c'est quand petits même un peu... moments inquiétants, mais on n'est pas Ouais, du quand tout même, dans hein. l'horreur. Ouais. Voilà, c'est ça. Mm. C'est le fantastique qui peut être inquiétant et merveilleux en même temps. Donc moi, j'ai beaucoup aimé là-dessus. Euh, Après, en film, moi j'avoue, hein, mais voilà, ça c'est l'âge aussi qui fait ça, mais j'avoue que la première fois que j'ai vu Poltergeist au Cinoche, Mm. enfin, je l'ai pas vu au ciné, à la télé, je me suis mis derrière la banquette. Hein, voilà, mais bon, le truc qui sort de la télé, c'était horrible. Parce que Génération Télé fait que, voilà, on y réagit différemment. En termes d'ambiance, qui est pas du tout, mais alors du tout un film fantastique, mais c'est l'ambiance, c'était le Chêne des Baskerville, avec Christopher Lee et Vincent Price. C'est pas du tout du fantastique, mais il dégage une atmosphère, comme tu dis, Tout à fait. une ambiance qui rappelle ces choses-là, quoi. Voilà, c'est vrai que j'aime bien brasser les époques. Bon, Aliens, voilà, je vais pas vous en redire. Et Event Horizon, je pense que lui, Ouais. il est incroyable. Je pense que c'est un film que Carpenter aurait pu faire, je pense. Ouais, ouais. Mais ouais, il est terrifiant, ce film. T'as plus envie d'aller dans l'espace après, en tout cas. Tu vois plus l'hyperespace de la même façon, surtout dans Star Wars, t'imagines les mêmes trucs, là tu fais... Ouais, non, pas trop envie. Donc voilà, On avait une nouvelle qui était un petit peu proche de ce genre de thème, qui se passait dans un vaisseau spatial, qui nous avait été écrite dans une des premières Anto Malpertuis par Karim Berouka. Oui. C'était très fort. Donc voilà, on pourrait en citer pareil, hein, des tonnes, hein, parce qu'il y en a énormément. La cinématographie dans le fantastique est très complète. Alors, je ne vous parle pas des multiples suites et autres. Je trouve qu'on les retrouve... Bizarrement, tu retrouves ça dans le Marvel Cinematic Universe. C'est tellement vaste que tu peux y mettre du fantastique. Je pense par exemple aux séries récentes de Wanda qui devient la sorcière rouge, le Docteur Strange, et surtout la dernière, c'était Agatha et Moon Knight. Tu as des J'ai éléments pas de vu ça. fantastique. Alors, Mm. attention, hein, le niveau des séries Marvel étant ce qu'il est, voilà, on dirait pas plus, mais je trouve que Agatha était plutôt dans le haut du panier, en tout cas. Voilà. Je sais pas pour ceux qui l'ont vu, je sais pas si vous avez vu cette chose. Ouais, je suis pas du tout sensible à tout cet univers-là. Ok, ben voilà. Bon, ça touche avec les sorcières, et leur pouvoir, et la façon dont elles l'acquièrent, etc. Et comment ça peut corrompre, etc. Enfin, ce genre de truc. Qui était plutôt pas mal. Enfin, ça fait un peu... ils mettent ça dans l'univers Marvel, tu pourrais le mettre dans tout à fait autre chose, ce serait pareil. Hein. Voilà. Mais c'est assez amusant de voir que même dans ces gros univers-là, partagés, très hollywoodiens, etc., tu arrives à trouver des genres qui se rapprochent du fantastique tel qu'on peut le connaître. Quoi. Donc ça reste assez amusant. Tu pourrais le retrouver dans du Star Wars. Tu vois, c'est pareil. C'est des univers très partagés, très étendus. Tu peux en retrouver là-dedans, quoi. C'est aussi l'avantage. Hop, je regarde les petits commentaires qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de bons longs métrages sur Toulouse ? Peut-être parce qu'il n'y a pas posons les les vraies bons questions. réalisateurs. Bah oui. Bah on aurait Je aimé Del crois Toro qu'il sur les montagnes hallucinées. Il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a une création visuelle qui, à mon avis, a passé vraiment à une vitesse supérieure par rapport à tout ce qui avait été fait avant, qui est Oui. celle de François Baranger. Et Ouais.
Pour moi, avant lui, c'était pas vraiment envisageable. Ou alors, quand on fait comme la H.P. Lovecraft Historical Society, qu'on fait un faux film muet des années 1920 avec les moyens du bord et qu'on arrive à un truc très sympa. Mais c'est pas ce qui était visé par la question. Mais je pense Ouais. qu'avec effectivement avec un Béranger, qui d'ailleurs, monsieur Gessedier a beaucoup travaillé pour le cinéma, ce genre de choses pourrait devenir envisageable. Franchement, ouais. Ouais, c'est vrai que. Puis en plus, quand tu vois certains noms de réalisateurs qui voulaient faire des adaptations de Lovecraft, donc, je repars de Guillermo del Toro, hein, qui voulaient faire les montagnes hallucinées, je sais pas où en est ce projet, dans les Limbes, voilà, ou dans la Cité des Rêves, je sais pas. Mais ouais, il semblerait qu'il a résisté jusqu'à donc mettre les choses en sommeil. Il a résisté aux pressions des producteurs qui voulaient absolument intégrer une histoire d'amour ou des éléments beaucoup plus léger, de l'humour. Classiquement hollywoodien quoi dans l'histoire, là où il n'aurait rien eu à faire. Bah oui. Surtout en ce moment, hein, il faut de l'humour, paraît-il, partout, tout le temps. Bon. Après, ça dépend comment tu le mets, c'est toujours pareil. Hein. Mais c'est sûr que si tu fais un montagne halluciné façon Deadpool, ça va pas le faire. Ça, on est bien d'accord. Mais ouais, c'est vrai que. Alors, il y a eu des tentatives. Hein, alors, tout le monde lui a craché dessus, mais la couleur tombée du ciel avec Nicolas Cage, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais c'est pas le pire des trucs que j'ai vu en adaptant du Lovecraft, en tout cas. Non, c'est pas forcément le pire, mais c'est un bon concurrent. Oui, voilà. Mais c'est vrai que ce qui surnage, j'allais dire, de toute façon, la meilleure adaptation Lovecraftienne, c'est L'Antre de la Folie. Les alpacas en fusion, je l'avais oublié, ça. Oui, les personnages Nicolas Cage en roue libre et les problèmes de Wi-Fi, c'était quand même assez particulier. Ça, c'est Nicolas Cage. Hein. Si tu lui enlèves ses litres d'alcool, il est plus le même. Mais ouais, j'allais dire, le meilleur film Lovecraftien, c'est L'Antre de la Folie de Carpenter, ou The Thing. Voilà. Ouais, mieux que The Thing, c'est dur. Hein. Donc, qui fait très montagnes hallucinées pour le coup, hein, quelque part. Complètement. Donc voilà. Et pourquoi il n'y a pas encore de bombe ? Peut-être qu'il faut simplement. Jurassic Park. On n'a pas cité Jurassic Park. Oh. Jurassic Park, on est dans la SF là. Bah ouais, en plus, mais Michael Crichton, ouais. clairement en thriller d'anticipation. Il y a un peu d'horreur parce que c'est des grosses bêtes, d'ailleurs pas tout à fait réalistes, mais bon, on est plus dans les derniers, non. C'est effectivement des monstres. Ouais, c'est vrai que c'est plus SF, moi je dirais, comme toi, hein, pareil. C'est plus SF, mais c'est saupoudré. Dans les derniers, en tout cas, on n'est plus dans du dinosaure classique où c'est basé sur la science. C'est basé sur la science, ok, mais ça reste, c'est du monstre. C'est du monstre, même si j'ai apprécié le dernier personnellement, un peu au moins. Mais voilà. Après, encore une fois, les genres se croisent. Hein. Mon plus tendre âge, je me sens un peu trahi par cette approche-là. Autant dans le premier, quand ils ont des vélociraptors sans plumes, on peut dire bon, ok, d'accord, ils n'étaient pas encore up to date là-dessus. À ce moment-là, non. Ils sont beaucoup trop gros, on peut se dire ok, ils avaient besoin d'être spectaculaires. Mais là, quand on se met à inventer carrément des néo-dinosaures mutants, bon, c'est plus pareil. À partir du moment où tu verras un dinosaure arriver en fauteuil roulant en faisant à moi les X-Men, tu sais qu'il y aura peut-être un problème. Qui sait? On sait jamais. D'ailleurs, ceci dit, il y a un personnage Marvel dinosaure. Bon, bref. Il y a le record de Star Wars dans le dernier. Oui. D'accord, ok. Je suis pas allé le voir dans les Jurassic World, hein, faut pas déconner non plus. C'est vrai que je suis resté à la vallée de Gangui, moi, tu vois, je suis resté encore plus loin en arrière. C'est terrible. Pour ceux qui ont la ref. Écoutez, voilà, je pense qu'on est pas mal. Comme je vous disais, hein, on fera d'autres émissions sur un sous-genre, et je vais maintenant des guillemets, hein, vous avez bien compris. En particulier, quand on voudra se consacrer à un ou deux auteurs, voilà, on fera des émissions un peu différentes de ce soir. C'était plus pour vous présenter d'autres façons d'écrire du fantastique, qui reste toujours du fantastique, bien sûr. Et donc, vous me confirmez bien que horreur et fantastique, c'est pas la même chose. Ouais, comme ça, au moins, j'aurais appris quelque chose. Voilà, c'est pas mal. Merci. J'arrive tout doucement
sur la petite bannière qui va clôturer cette émission. Et comme d'habitude, celle à laquelle je vous ai pas préparé, c'est normal. C'est la petite question bonus de la soirée. Je crois que tu l'avais déjà eu la dernière fois, Christophe. Votre dernier coup de cœur du moment, quel que soit le style, support, peu importe. Oui. Commence, Christophe, je dois réfléchir. Pas courageux, ça. Je vais réfléchir peut-être. Bah écoute, mon dernier coup de cœur du moment, ça fait effectivement un petit moment en fait que j'ai pas vraiment eu d'imaginaire dans mes lectures, que j'étais plus sur des choses liées à la réalité. Je vais effectivement ressortir peut-être ces quelques épisodes que j'ai vus il y a pas très longtemps du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Ouais. Et notamment l'épisode qui s'appelle l'autopsie que j'ai trouvé extrêmement fort et voilà et saisissant quoi à tout point de vue, aussi bien le twist final que l'invention de la créature dont il est question, que l'histoire des personnages, etc. Ok, merci Christophe. Et pour toi, Émilie? Voilà une excellente question. Tout confondu, donc livre, film, oui, tout à fait. Quel que soit le style. Eh ben, Jurassic World, ça vous apprendra à dire du mal des dinosaures. Non. Voilà, c'est parce qu'il y a des moments, il y a des limites, faut pas non plus dire n'importe quoi. Non, faites-moi revenir. Non, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, mais le dernier coup de cœur, je peux pas encore en parler parce que du coup, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti, c'est tout juste ciné, je peux pas encore en parler. Mais dans les livres plaisir, j'avoue que là, j'étais surtout sur des manuscrits, donc j'en ai pas lu beaucoup. Il y a eu... C'était dans la série Une heure lumière du Bélial. J'en ai lu plusieurs et j'en ai lu 4-5 là dernièrement. Et il y en a plusieurs qui m'ont bien plu. Je ne saurais plus de citer les titres, sauf si je triche. J'avais beaucoup aimé celui de Victor Laval. Oh la vache, qu'est-ce qu'il écrit bien lui. C'était lequel, celui-là? Ah, j'ai plus le titre en tête, mais il y en a qu'un chez le Bélial. C'est du fantastique, justement. Moi, le dernier, mais oui, c'était celui-là, c'était La Maison des Jeux. Sur moi, je n'ai plus le nom de l'autrice, mais La Maison des Jeux, j'ai lu le troisième... J'ai lu le dernier là il n'y a pas longtemps et d'ailleurs je me suis refait les 2 premiers avant de l'enchaîner. Petite pépite celui-là. Ouais. Ah ouais. Et la manière d'écrire, petite particularité d'écriture, moi elle m'a beaucoup plu. Ouais, c'est assez impressionnant. Moi je t'avoue que je viens de terminer, et j'en parlerai dans une prochaine émission, je viens de terminer le cycle de la Tour de Garde de Claire Duvivier et Guillaume Chabanadjian. Et j'ai pris la double baffe. Voilà. Ouais. Comme ils ont écrit à 80, bah, du coup, ça fait 2 baffes d'un côté et 2 de l'autre. Oui, mais c'était mes voisins à la Comédie du Livre de Montpellier et j'ai vraiment regretté de pas avoir pris, pas avoir pris leur livre à cette occasion-là. Ils seront à Étrange Grande, donc voilà. Je note, très bonne. Je dis ça, je dis rien, mais c'est incroyable. Ouais. Encore des gens qui font du jeu de rôle, je te dis, ils sont partout ces gens. Voilà, ça c'est mon petit coup de cœur, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Il y a des murder parties qui sont organisées d'ailleurs dans leurs univers. Ils avaient fait ça à la Comédie, c'est très sympa. Ah tiens, Timiac qui nous parle de Chief of War. Bah écoute, j'irai voir, parce que je ne connais pas du tout. Ce sera l'occasion de voir ça. Eh bien écoutez, il me reste à vous remercier tous les deux d'avoir accepté cette petite invitation. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, et puis on aura l'occasion de se recroiser prochainement avec toujours grand plaisir, parce que j'adore vous embêter, vous le savez maintenant, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, et puis de vous faire revenir régulièrement pour parler un petit peu de vos maisons respectives aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui s'y passe. Et puis, comme je vous disais, dès demain, l'émission sera rediffusée, donc, alors en podcast, vous me laisserez juste le temps de retravailler un petit peu, pour qu'on entende mieux Christophe. Et puis la rediffusion sur YouTube avec le chapitrage et les liens qui vont bien, comme d'habitude. Et la semaine prochaine, si tout va bien, vous aurez 2 émissions en live, donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà. Hop. Voilà. Merci à vous. Et voilà, merci à vous deux à nouveau. Et on se dit à très bientôt sur Indécent. Ciao, ciao. Merci à toi. Bonne soirée.